vous avez peut-être déjà entendu cette anecdote sur les médecins. Il y a beaucoup de paillardes, et notamment dans l'armée. Et donc du coup, on s'amusait avec mes camarades à chanter des paillardes quand on était dans ce CGBC. Et la capitaine de la formation nous avait entendu quand on était parti chanter une paillarde. Elle avait donc passé un savon à notre sergent-chef qui avait du coup transmis l'information à notre sergent qui était un Tahitien d'à peu près 1m95 pour 120 kg. Il voulait un coupable pour qui avait lancé cette paillarde. Tout le monde avait dit que c'était lui. Et donc on avait tous ramassé en sport, filles comme garçons. On avait dû faire des jumping jacks, des pompes, etc. etc. Ça avait duré assez longtemps. On voulait toujours un coupable, mais comme tout le monde se dénonçait, il continuait de chercher. Le dernier truc dont je me souviens, c'était qu'on était alignés, et on regardait tous dans la même direction. Et un par un, il venait nous voir, il nous collait du visage et il nous posait en boucle la question est-ce que c'est toi qui a lancé cette paillarde? Donc on répondait tous tour à tour, tous oui, c'est moi le coupable, punissez-moi sergent, c'est pas mes camarades, c'est moi. Et je sais pas pour quelle raison, mais quand c'est venu mon tour, il s'est retourné et il m'a mis une énorme patate dans le plexus. On se retrouve aujourd'hui avec Maxence qui va nous parler de l'ESA, l'école de santé des armées. Donc Maxence qui est avec moi ici est rentré à l'ESA en 2020 après avoir tenté et raté malheureusement le concours de médecine classique, le concours de médecine civile. Derrière, il est parti en prépa pendant 1 an et ensuite a passé le concours de l'ESA, est rentré à l'ESA et a choisi de changer de voie pour se lancer dans l'accompagnement de jeunes dans cette voie-là à partir de 2024. Maxence, est-ce que tu peux nous raconter ton parcours? Déjà, je te remercie d'être ici. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur toi, ton parcours et nous parler de toi? Yes, pas de souci. Eh bien, merci de ton invitation, Benjamin. Je suis très content d'être là à Nîmes avec toi. Alors, il y a 2-3 petites précisions que j'aimerais faire pour ceux qui nous écoutent parce que c'est pas exactement ça. À la fin de la terminale, on peut tenter le concours pour entrer à l'école de santé des armées, mais c'est pas le concours de médecine. J'ai pas raté de concours de médecine, j'ai raté le concours pour rentrer spécifiquement à l'école de santé des armées, qui n'est pas un concours de médecine. Les matières, c'est plus des matières scientifiques. Et ensuite, quand j'ai retenté le concours, là, j'ai pu prétendre à faire le concours de médecine en étant à l'école de santé des armées. Et ça s'est bien passé et j'ai pu continuer mon cursus du coup à l'école de santé des armées durant 4 ans. J'ai démissionné lors de ma 4e année de médecine de l'école et actuellement je suis en médecine classique. Quand on quitte l'école de santé des armées, on ne quitte pas tout, on a la possibilité d'ailleurs de rester en médecine et c'est ce que la plupart des gens qui démissionnent font. Et donc là je suis en 5e année de médecine, je rentre en 5e année de médecine l'année prochaine. Génial, merci pour ces petites précisions, désolé pour les petites imperfections. Donc tu as passé le concours 2 fois, donc c'est un concours qui est ouvert dès le lycée, c'est ça? Exactement, en fin de terminale, ouais. Donc en fin de terminale, tu passes le concours une première fois. Mm-hmm. Derrière, tu pars en prépa maths sup. Exactement, oui. Et ensuite, tu le repasses à la fin et tu le réussis cette fois-là. Ouais, c'est ça. Super. C'est un concours qui fonctionne comment? Qu'est-ce qu'on a sur ce concours-là? C'est un concours qui est en 2 parties. On passe les écrits en général vers mars-avril et on a après les oraux qui sont plutôt vers juin-juillet. Et donc, à la fin de ce concours-là, tu rentres à l'école de santé des armées. Là c'est une école de médecine classique ou c'est plutôt orienté directement vers l'armée? C'est ce qui fait la particularité de ces études et de cette école, c'est que on peut pas se permettre d'être trop militaire quand on est médecin militaire parce que c'est important d'être médecin et on peut pas se permettre d'être trop médecin parce qu'on travaille quand même avec des militaires. Donc du coup, la formation joue sur un double cursus, une formation médico-militaire avec d'un côté des formations militaires, on en a une dès l'incorporation, la formation militaire initiale, et de l'autre, beaucoup de formations médicales. En fait, on suit tout simplement le cursus facultaire d'un étudiant en médecine classique, toutes les années de médecine ainsi que l'internat. Donc les 6 ans d'externat et 4 à 6 ans d'internat. Et en plus de ça, on va dire en plus de ce que font les étudiants en médecine classique, on a 1800 heures de formation militaire en plus, que ce soit des formations purement militaires sur le terrain, mais aussi de la formation à la médecine de combat, la médecine d'urgence, la médecine tropicale. 1800, ça représente combien de semaines, mois?
Bah, 1800 heures sur 6 ans, ça fait à peu près 300 heures par an. Donc, ouais, ça peut être à peu près 1 heure tous les jours, en gros, quoi. Ah oui, c'est Et rajouté. En fait, on rajoute pas enfin 6 mois je ou sais on rajoute pas, tout au long de la formation des heures par-ci par-là, c'est ça? je sais pas exactement comment est-ce qu'ils ont fait leur calcul, mais bah, par exemple, la formation militaire complémentaire qui se déroule après la première année, c'est 30 jours sur le terrain. Donc, du coup, bah, peut-être qu'ils comptabilisent 24 heures x 30 et ils Ok. le comptent ça comme de la formation militaire. Et on a un grade dès le début quand on rentre à l'école de santé des armées? Yes, lors de l'incorporation, lors de la première formation, on est du coup à 100 gratons et on a le grade d'élève officier praticien à la fin de cette formation militaire, qu'on va garder tout le long de la première année. Je pense que ce grade, et je ne veux pas trop m'avancer parce que je ne suis pas sûr, il est mis en place que dans l'école parce que bah, il y a cette première année qui fait que on n'est pas sûr à 100% d'être maintenu à l'école de santé des armées, parce qu'il faut quand même réussir sa première année pour continuer ses études de médecine. Ça, on le retrouve en médecine classique de toute façon. Et à la fin de cette première année, on a la formation militaire complémentaire dont je parlais tout à l'heure, qui dure 30 jours. Et à la fin de ces 30 jours, on devient du coup pas sous-lieutenant, le grade c'est Aspirant. aspirant médecin, exactement. Et après, sous-lieutenant, c'est plus tard. Bah, sous-lieutenant, c'est l'équivalence. Aspirant médecin, c'est, on va dire, l'équivalence étudiant Ah, vous n'avez pas sous-lieutenant. de sous-lieutenant? Non. Et Quand après, ce sera on, directement lieutenant? quand on devient interne, on est directement lieutenant. Ouais. Donc, interne, c'est en 6e année? Interne, c'est à la fin de la 6e année. Donc, quand on rentre en 7e année, on part faire son internat, qui est les études pour apprendre sa spécialisation. On reviendra, si vous voulez, sur les différentes spécialités de médecine, parce qu'il y a eu pas mal de changements, notamment quand on est militaire, là, ces dernières années. Et sur ces 4 ans d'internat, on est lieutenant, et quand on sort de l'internat, on devient capitaine. Donc, tu rentres d'abord comme élève officier, ensuite aspirant en 2e année, après avoir validé ton concours équivalent à celui de PACES. Exactement, ouais, c'est ça. Et après ça, 6e année, enfin fin de 6e année, tu es lieutenant. Et ensuite capitaine à la fin de l'internat, donc c'est la 11e année ou 12e. Ça Bah, fonctionne comment? justement, un des points importants, c'est que récemment, l'armée et l'institution a changé les dispositions pour justement qu'est-ce qui se passe pendant l'internat. Avant que je m'engage et quand je me suis engagé, on pouvait faire une spécialité après ces 6 ans. Et lors de mon passage en 2e année, le contrat a changé. Et du coup, pour tous les élèves qui sont qui sont entrés après moi, maintenant c'est forcément médecin des forces. C'est plus ou moins l'équivalent de médecin généraliste, c'est-à-dire que c'est un médecin qui va être au sein du régiment et qui va suivre ces hommes au sein du régiment. Et donc on peut plus actuellement, directement après la 6e année, choisir une spécialité. Donc les spécialités les plus connues, comme la chirurgie, être réanimateur, enfin anesthésiste réanimateur, pardon, les choses comme ça, c'est plus possible. Cependant, c'est pas plus possible du tout. On peut, à la fin de son internat, à la fin des 4 ans, et après 3 ans d'exercice en tant que médecin des forces, repasser de nouveau un concours. Donc en médecine, les concours ne sont jamais finis. Et à ce moment-là, c'est le concours de l'assistanat, qui est un concours entre médecins militaires. Et on peut, si on réussit ce concours d'assistanat, eh bien, se spécialiser et à ce moment-là choisir une chirurgie ou une spécialité médicale. Ça veut dire que l'armée actuellement ne forme plus d'office des chirurgiens spécialisés pour toutes les blessures balistiques, par exemple? Non, pas, enfin, elle en forme avec le concours de l'assistanat, mais actuellement, ceux qui sortent d'école ne sont pas formés à Ok. ça. Et n'auront pas vocation à le faire, sauf si ils souhaitent se spécialiser. Mais je connais même pas je connais pas le nombre de places qu'il y a avec le concours d'assistanat, et je sais pas si c'est élevé ou faible. Ça dépend du coup du besoin, ils adaptent en fonction. Moi, j'imagine que le besoin n'est pas trop important si Bah, ça là, fonctionne comme ça aujourd'hui. là Et tant actuellement, je mieux. pense que le besoin non, n'est pas présent. Et j'ai entendu dire pas mal de fois par rapport à ça, que c'était souvent dans les hôpitaux militaires qu'étaient opérées les blessures par balle civiles, parce que c'était là qu'étaient les meilleurs chirurgiens qui connaissaient le plus le domaine. Est-ce que c'est le cas? Qu'est-ce que tu en sais? De mon expérience, je sais que effectivement, dans les différents HIA, les hôpitaux interarmées, il y a des chirurgiens qui sont du coup des chirurgiens militaires qui sont
plus spécialisés peut-être que les médecins civils dans les blessures par balle. Je sais notamment que on a beaucoup apporté à la médecine civile. D'ailleurs, c'est souvent le cas, hein. Le militaire apporte souvent aux civils lors des avancées technologiques. Et du coup, eh bien là, pour les chirurgiens qui sont spécialisés dans les blessures par balle, c'était plus à la base des médecins militaires. Et c'est eux qui soignent du coup les civils qui sont blessés par balle dans les différents HIA, les hôpitaux interarmés. Même si je pense qu'il doit y avoir des hôpitaux civils où c'est aussi pris en charge. J'espère que ça ne nous arrivera jamais. J'espère aussi. Ouais. Donc pour revenir sur ton parcours, tu as passé le concours donc à la fin de ta terminale et tu l'as repassé derrière. Est-ce que tu pourrais nous expliquer comment se passe ce concours? Qu'est-ce qu'il faut préparer? Comment le réussir et qu'est-ce qui a fait que tu as pu le réussir? Ok. Alors, qu'est-ce qu'il faut préparer? Ce qui est difficile dans ce concours, c'est qu'on nous demande dès le mois de mars d'avoir fini le programme de terminale dans les matières telles que la SVT, la physique-chimie ou les mathématiques. Parce que ça fera partie du concours. Yes, exactement. Et donc du coup, ce qui est dur, c'est d'avoir fini le programme, d'être à l'aise surtout et de pouvoir du coup dérouler dans des épreuves qui sont difficiles sur absolument tout le programme. Quand je l'ai passé, c'était l'année du Covid, donc j'avais passé que les 3 matières scientifiques. Quand j'étais du coup pas en terminale, mais quand j'étais en prépa. Quand j'étais en terminale, j'avais aussi passé le français. À l'époque, il n'y avait pas encore l'anglais. Maintenant, il y a une épreuve d'anglais. Et donc du coup, en terminale, je passe les 3 matières scientifiques plus le français et j'échoue parce que tout simplement, j'ai fait ma terminale sans trop travailler. D'ailleurs, à peu près tout mon lycée sans trop travailler. Et ça a suffi pour les écrits, mais ça n'a pas suffi pour les oraux parce qu'en fait, on a le cumul des deux à la fin qui nous permet d'avoir le classement final. Et donc, il y a ces épreuves écrites qui sont en mars-avril, les résultats qui tombent en général en mai. Et ce qui est difficile avec les résultats, c'est qu'on a juste la liste de tous les participants qui ont été admissibles, mais on n'a pas du tout les notes ni le classement. Vous n'avez pas de notes? Non. Pour les écrits, il n'y a aucune note? On les aura une fois que les épreuves d'admission auront été terminées. Donc, à la fin. Okay. Donc ce qui est difficile, c'est qu'on passe les écrits, on ne sait pas combienième est-ce qu'on est sur à peu près 300, entre 300 et 400 élèves qui sont pris aux écrits, sur à peu près 1700 à 1900 candidats. Et on passe ces épreuves orales sans savoir quelle note on a eu. Des épreuves orales qui sont divisées en 2 épreuves, des épreuves sportives et un entretien avec le jury. Du coup, les épreuves écrites, tu les passes vers mars et les épreuves orales en mai. Et après, sur les épreuves orales, tu as quel type d'entretien? C'est entretien de motivation, entretien de matière? Comment ça se passe? Les épreuves orales, c'est pas en mai, c'est vraiment plutôt vers fin juin, début juillet. Là, cette année, c'était entre le 30 juin et le 3 juillet. Et les épreuves orales, on pourra détailler les épreuves sportives si tu veux après, Benjamin. L'entretien avec le jury, c'est 30 minutes où il y a un flou total, c'est-à-dire qu'il n'y a pas vraiment de consignes. Ce qui est marqué, c'est que c'est un entretien motivationnel de personnalité, mais absolument toutes les questions peuvent tomber. Des questions de culture générale peuvent tomber. Tu as eu des questions bizarres sur cet entretien? Mon premier oral, je m'en souviens pas exactement parce que ça commence à remonter. Mon deuxième, un peu plus, et encore, je pense, c'est très étrange, mais ma mémoire l'a vraiment rayé de mon esprit, comme c'était un moment très intense et chargé en émotions. Et je me souviens d'une question sur les SNLE, mais qui popait un petit peu de nulle part. Et tu connaissais ce qu'étaient les SNLE? Je savais pas du tout. Maintenant, je sais ce que c'est, mais à l'époque, je savais pas combien il y en avait en France, ni quoi que ce soit, donc j'étais perdu. Et Bon, pour ceux qui passeraient potentiellement un entretien, SNLE, c'est les sous-marins nucléaires lanceurs d'engins. Donc, c'est les sous-marins qui sont pas nucléaires, contrairement aux sous-marins, les SNA, les sous-marins nucléaires d'attaque. Les SNLE, ils ont un système de propulsion classique et derrière, ils vont avoir des missiles nucléaires, alors que les SNA, ils ont un système nucléaire de propulsion. Donc, voilà pour ceux qui maîtriseraient pas le sujet. Au niveau du nombre, je sais pas, faut pas me demander, peut-être que Maxence sait. Je crois que, mais j'ai peur de dire une bêtise, je crois qu'il y en a 8 des SNLE ou 6. Je crois que c'est 6. Je me souviens plus du tout des des sous-marins nucléaires, il doit y en avoir 4. Mais aucune idée, faut pas me regarder, je sais pas. Moi, je m'avance pas sur le sujet. J'avais travaillé ça avec mes élèves cette année, mais là, je m'en souviens plus. Super. D'autres questions qui ont pu te marquer sur ton entretien? Après, c'est beaucoup de questions très globales, style pourquoi vouloir devenir médecin militaire. Et ce qui est très dur sur ces questions générales, c'est d'arriver à se démarquer parce que il faut
réussir à prouver des motivations, à mettre en avant ses motivations mieux que les autres. Et c'est ça qui est très difficile en seulement 30 minutes. C'est qu'on n'a pas forcément l'occasion, si on ne se la crée pas, de se démarquer. Et c'était quoi tes motivations qui ont réussi à séduire le jury sur la deuxième fois? Mes motivations pour séduire le jury, je pense que c'était avant tout que je voulais servir mon pays et donner du sens à ma vie et à mon métier en me mettant au service d'une cause qui était plus grande que moi, qui me dépassait complètement. Et je trouvais que c'était l'un des seuls moyens qui me permettrait de m'épanouir. J'avais cette envie du coup de faire militaire pour servir mon pays, mais je voulais pas faire militaire, on va dire simplement, même si il y a plein de métiers qui sont hyper intéressants dans l'armée. Je voulais en plus être médecin parce qu'il y a ce côté intellectuel et puis ce côté contact avec l'humain qui m'intéressait beaucoup. Et je pense que c'est l'une des motivations principales de la plupart des candidats, mais cette double casquette est vraiment très intéressante. Ça permet d'être membre de l'armée, mais aussi d'avoir un métier hyper riche et sur lequel on n'est jamais rassasié. Il faut toujours apprendre en médecine, et c'est ce que j'aimais particulièrement quand je me suis engagé. Tu l'as eu quand, cette envie de devenir médecin militaire pour la première fois? Je dirais que c'était lors d'une discussion familiale où ma cousine, qui est actuellement interne en médecine, militaire ou civil? Non, mais elle se posait la question quand elle était en terminale de est-ce qu'elle voulait faire médecin militaire, et elle avait du coup parlé de cette école, et je crois que j'ai été à ce moment-là en seconde ou en première, et du coup l'idée avait germé, et quand la terminale est arrivée et que je devais m'intéresser un petit peu plus à ce que je voulais faire, parce que j'avais pas d'autre idée, et je me suis penché là-dessus, j'ai fait des recherches un peu comme tout le monde, sur YouTube, sur Internet. J'ai essayé de trouver à droite à gauche des infos pour comprendre cette école, comprendre cette formation, et puis un petit peu découvrir quelles sont les attentes et ce qui fait le métier de médecin militaire. Et c'est ce qui m'avait le plus plu, parce que j'avais pas tellement de second choix à l'époque. Donc tu t'es petit à petit orienté là-dessus. T'avais quel âge à ce moment-là? Eh bien, second, je crois qu'on doit avoir 15-16 ans, je pense. Donc à 15-16 ans, ok. Et avant ça, tu avais déjà eu une idée de travailler dans la santé ou dans l'armée ou jamais? Eh bien, pas tellement, non. Je m'étais pas trop Pas posé de de rêve questions, d'enfant. on va dire. Ok. Et à partir des de rêves 15-16 d'enfant ans, classiques, le fameux pompier ou policier, mais sinon, non, je m'étais pas tellement posé de questions sur les métiers que pouvait offrir l'armée, ni les métiers de santé, même si ça m'intéressait quand même. J'avais pas d'idée, on va dire, fixe là-dessus. donc après ça, tu es rentré à l'école de santé des armées. Mhm. Comment ça s'est passé ta rentrée? La rentrée, ça se passe comment? Quand on sait qu'on a réussi le concours, on a un pactage à préparer. Donc du coup, comme c'était la période Covid, j'avais eu que quelques jours pour le préparer. Ça s'était fait en vitesse avec ma maman. Et on est incorporé à l'école, on va dire le matin. On passe notre première journée à remplir des papiers et à se faire un petit circuit dans toute l'école pour aller à droite à gauche et que tout soit calé niveau administratif. Et ensuite, on commence la formation militaire initiale, si je me trompe pas, ouais, elle commence directement. Elle dure en gros 10 jours, 3 jours sur l'école et 7 jours sur le terrain. Et on est encadré d'une part par ce qu'on appelle nos lieutenants de FMI, qui sont des élèves qui passent de la 6e vers la 7e année, donc nos anciens. Et d'autre part par des militaires de carrière. On a du coup un sergent-chef, un sergent et je crois un caporal qui nous encadre durant ces quelques jours. Une fois qu'on a terminé cette formation militaire initiale, on est incorporé par les anciens élèves. Donc là, on a X jours, je ne peux rien révéler sur l'incorporation par les anciens Oui, c'est la partie tradition, comme ouais, le la partie bahutage qu'on a à tradition Saint-Cyr. qui On dure, n'en parle pas. on peut pas en parler. Il faut savoir qu'à Saint-Cyr, le bahutage qui est très secret, il y a eu une chaîne de télé qui est venue, ils ont tout montré. Mais vraiment tout montré. D'accord. Donc ça, je recommande vraiment aux jeunes qui veulent rentrer dans ce type d'école quand il y a beaucoup d'images détaillées, de pas regarder parce qu'en fait, ça ouais. casse le
le mythe, le secret, et c'est un peu dommage. Et effectivement, ne raconte pas ça. Laisse la surprise à ceux qui pourraient y aller et le vivre. Je sais pas comment ça se passe à Saint-Cyr, mais ouais, tout particulièrement pour l'école santé des armées, il y a un énorme héritage en tradition, donc c'est pour ça que je n'en parle absolument pas dans mes vidéos, je n'en parlerai jamais. C'est à chacun de se faire sa propre expérience sur cette incorporation et enfin pas bizutage, mais on parle de bahutage. Ouais, ou bahutage, ouais, c'est bien. Et il faut pas en parler, non. Très bien. Sur ta formation initiale, ça c'est un petit peu... Ta formation initiale militaire, c'est un peu l'équivalent d'une PMD, une préparation militaire découverte. Du coup, on découvre un peu l'armée, ou c'est un autre format? J'avais fait une PMI lors de ma terminale et je dirais que c'est pas exactement la même chose, même si on reprend les bases, c'est-à-dire le nécessaire pour devenir militaire, la marche au pas, la discipline, les différents ordres, comprendre un petit peu la mécanique de l'armée. Mais le fait d'être encadré par des lieutenants qui sont aussi des médecins et puis d'être qu'avec des élèves qui vont faire médecine, ça avait un goût particulier et je m'étais pas dit, c'est un peu une redite par rapport à ma PMI. Non. Ok, donc différent quand même. Et sur ta PMI, tu m'as raconté tout à l'heure qu'il t'était arrivé quelque chose avec un sergent qui t'avait mis KO. Et non, ça c'était lors de ma formation militaire initiale. Donc, oui, sur ta formation militaire initiale. Du coup, tu t'es fait mettre KO. Qu'est-ce qui s'est passé? Comment est-ce qu'on se prend un KO en formation militaire initiale? Eh bien déjà, on ne s'y attend pas. Et comment ça s'était passé? Alors, on avait donc des transports dans des GBC. Si tu peux rappeler ce que c'est l'abréviation GBC, je m'en souviens plus. C'est la marque du camion, c'est quelqu'un le dira en commentaire pour GBC, mais c'est Guerlain, Berlier, camion, je sais plus, quelque chose comme ça. Et c'est les gros camions qu'on utilise dans l'armée de transport, dans lesquels on met 10, 20, 10, 15 personnes. Je crois que c'est pas plus de 15 normalement. Bon, ouais, ça doit être entre 10 et 20 dans mes souvenirs. Donc c'est un camion avec les conducteurs à l'avant et puis une espèce de barrière et deux bancs dans lequel on est assis du coup dos à dos avec tous les élèves. Et vous avez peut-être déjà entendu cette anecdote sur les médecins. Il y a beaucoup de paillardes, et notamment dans l'armée. Et donc, du coup, on s'amusait avec mes camarades à chanter des paillardes quand on était dans ces GBC. Et la capitaine de la formation, celle qui était en charge de nous à ce moment-là, nous avait entendu, quand on était parti, chanter une paillarde. Elle avait donc passé un savon à notre sergent-chef, qui avait du coup transmis l'information à notre sergent, qui était un Tahitien d'à peu près 1m95 pour 120 kg. Et il avait il voulait un coupable pour qui avait lancé cette paillarde. Et ce que j'avais bien aimé à ce moment-là, c'est que tout le monde avait dit que c'était lui. Et que tous mes camarades de la section, on devait être à peu près une quarantaine, je dirais, on s'était tous... on s'était tous désignés coupables. Désignés coupables, voilà, pardon. Et donc, on avait tous ramassé en sport, filles comme garçons. On avait dû faire des jumping jacks, des pompes, etc., etc. Ça avait duré assez longtemps. Ensuite, il avait mis les filles de côté, il s'était concentré sur les mecs. Il voulait toujours un coupable, mais comme tout le monde se dénonçait, il continuait de chercher. Il nous avait fait ramasser en sport. Et je me souviens plus exactement ce qu'on avait fait, mais on devait faire des pompes sur les poings avec les pieds qui traînent, et ça sur des chemins de terre avec des cailloux, donc on s'était fait exploser les poings. Et le dernier truc dont je me souviens, c'était qu'on était alignés, donc il y avait mes camarades petit à petit qui étaient alignés, on regardait tous dans la même direction, et un par un, ils venaient nous voir, ils nous collaient du visage, et ils nous posaient en boucle la question est-ce que c'est toi qui a lancé cette paillarde? Donc on répondait tous tour à tour, tous oui, c'est moi le coupable, punissez-moi sergent, c'est pas mes camarades, c'est moi. Et je sais pas pour quelle raison, mais quand c'est venu mon tour, il s'est retourné et il m'a mis une énorme patate dans le plexus. Donc j'ai pris pour tout le monde, ça m'a fait faire un vol plané d'à peu près 2 mètres en arrière, respiration coupée. Et vraiment, j'étais au sol, j'arrivais plus à respirer. Enfin, j'ai même pas compris ce qui se passait sur le moment parce que j'avais vu peut-être une dizaine de camarades juste avant se prendre des coups, mais qu'il arrêtait juste avant le visage, ou des coups de pied qu'il arrêtait juste là, donc pour faire peur. Et moi, je m'étais pris du coup une patate dans le plexus à ce moment-là.
Et après, c'était fini. Et je me souviens que ce mec-là avait ce côté un petit peu bourrin et brut de décoffrage. Mais ce qui était marrant, c'était que c'est aussi quelqu'un qui nous faisait faire des siestes après les repas, où il chantait en tahitien pour nous, qu'on puisse bien dormir. Et quand était arrivé le moment du repas, après que je m'étais pris cette patate, il était venu s'excuser, il m'avait dit t'as dû montrer l'exemple pour le groupe, l'armée ça fonctionne comme ça, des fois tu sais pas pourquoi mais c'est sur toi que ça tombe. Et du coup sans rancune pour ce militaire dont je ne donnerai pas le nom, mais voilà, j'avais ramassé pour tout le monde à ce moment-là et avec le recul j'en ai quand même un bon souvenir, même si sur le moment ça fait pas du bien. Génial. Bah, au moins, ça te fait une anecdote à raconter, quoi. Ça fait quelque chose à raconter, donc c'est pas mal. Mais c'est vrai que, bon, parfois, il peut y avoir des petits dérapages. Ouais, et là, bon. Mais très bien pour ça. Ensuite, une fois ta formation militaire initiale terminée, là, c'est les cours qui commencent. C'est des cours en amphithéâtre, enfin, cours médecine classique. C'est ça, on a une pré-rentrée, donc formation militaire, incorporation par les anciens élèves, et après on a à peu près une semaine, 2 semaines, ça dépend parce que moi j'ai été intégré durant l'année Covid, donc vraiment tout était décalé. Actuellement, je crois que c'est les 2 dernières semaines du mois d'août où on a une pré-rentrée avec les professeurs de l'école avant de commencer la rentrée facultaire avec tous les autres étudiants en médecine. Les cours sont en commun avec la fac de médecine. Tout pareil, on a vraiment la même formation d'un point de vue médical qu'un étudiant en médecine. C'est les mêmes salles, quand tu dis... Okay. La particularité, c'est que on vient la plupart du temps habillés tous pareil. Le premier jour notamment, on a donc tous la boule à Z pour les mecs et le chignon très tiré en arrière pour les filles. On est tous en chemise blanche ou chemisier blanc avec un pantalon de couleur sombre, bleu marine ou noir. Et donc du coup, on a ce côté impressionnant où on est en toit devant la fac alors que les civils, eux, sont par petits groupes. Et le but, la tradition, c'est un petit peu d'impressionner les autres élèves de médecine pour leur montrer qu'on est les Santards, donc les étudiants en médecine militaire, et qu'on n'est pas là pour rigoler. En amphi, on a les 2 premiers rangs qui sont dédiés du coup aux Santards, et après sinon on suit les cours exactement comme les autres élèves. Et vous vous mélangez avec eux un peu ou... Pas du tout. C'est Vraiment un peu dommage, mais du coup, en première année, vraiment pas. On est qu'entre nous. Après, étant lyonnais de base et l'école étant à Lyon, j'avais quelques connaissances en médecine classique, donc j'ai pas l'interdiction d'aller les voir, mais en général, c'est assez sectaire et on reste entre nous. Ouais. Ok. Ouais, je comprends ça parce que quand j'étais en lycée militaire, on avait du coup les différentes sections éco, maths, scientifiques, tout ça. Et en fait, entre éco, on restait qu'entre éco en général et on se mélangeait très peu. Mais après, on va dire qu'on dormait au même endroit, donc le soir, on discutait entre nous et la journée, ça arrivait de un petit peu se mélanger, mais c'est vrai qu'il y avait très très peu de mélange. Donc je comprends cette idée-là que ça forme un bloc. C'est pas forcément une volonté, mais c'est que déjà quand on est tous en uniforme, on se retrouve à former un groupe alors que les autres sont en civil. Donc tout de suite, il y a une cassure. Et ensuite, on est dans notre truc, on est avec les personnes qu'on côtoie tout le temps. Donc c'est, on va dire, le plus naturel. Et c'est compliqué d'aller parler à quelqu'un d'autre. Et les autres vont pas venir parler naturellement à des personnes qui sont aussi regroupées. Ouais, c'est ça. Un civil va pas aller voir les Santards pour leur parler parce que ouais, c'est impressionnant d'avoir 40 personnes qui tirent la même tête, qui sont habillées pareil et qui regardent droit devant eux en étant hyper sérieux. Ça impressionne vachement. Et même pour rebondir sur ce que tu disais, la formation militaire initiale, c'est 4 sections. Et après, il y a 2 sections qui vont être assignées à la fac Lyon-Sud. Il y a 2 facs de médecine à Lyon et les 2 autres qui vont être assignées à la fac Lyon-Est. Et durant cette première année, il y a une espèce de guéguerre entre Lyon-Sud et Lyon-Est où on ne parle pas à l'autre faculté. Du coup, durant 1 an, on connaît que la moitié des étudiants de notre promotion. D'accord. Et vous êtes logés tous au même endroit? Comment ça se passe? Yes, on est dans des grands bâtiments. Alors ça change chaque année parce que l'école a construit de nouveaux bâtiments. Donc je pourrais pas vous dire exactement où vous serez si vous souhaitez intégrer, mais c'est ça. Il y a les filles avec les filles dans à un certain étage, les mecs avec les mecs à d'autres étages. Et Lyon Est plus Lyon Sud au même endroit. Lyon Sud d'un côté, Lyon Est de l'autre. Évidemment. Mais dans les mêmes bâtiments. Dans le même bâtiment, ouais. D'accord. Mais il y a bien la séparation entre les deux. Et ces bâtiments-là, du coup, ils sont à quelle distance à peu près de la fac de médecine?
Alors, l'école santé des armées, elle est située à Bron, à côté de l'aéroport. On doit être à peu près en quart à 10-15 minutes de la fac Lyon-Est et on est plus à 25-30 minutes de la fac Lyon-Sud. D'accord. Et c'est des cars militaires qui vont... Non, c'est des cars civils en général avec des chauffeurs qui travaillent pour l'école en général, je pense. Oui, mais enfin, ce que je voulais dire, c'est vous êtes qu'entre vous dans les cars. Ah oui, Oui. ouais, ouais, ouais. Oui, On, donc il on y a part vraiment... de l'école jusqu'à la faculté, le car vient nous chercher et on repart. Ok, donc ouais, il n'y a pas de... Je fais ma vie, je rentre tout seul. Non, ok, c'est On prend pas cadré. TCL, non, c'est sûr. TCL, c'est le réseau de Lyon. Et quand vous arrivez à la fac de médecine, vous vous formez un toit ou vous allez juste en cours, comment ça se passe? Les premiers jours, oui, pour marquer un peu Ouais, le la coup. première semaine. Et après, sinon, non, on y va tranquille, on marche avec nos amis et puis on se met en amphi, toujours dans les 2 premiers rangs la plupart du temps. Mais après, non, c'est bon, il n'y a pas de toit à faire à chaque Ok. fois devant l'amphi, heureusement. Et le matin, avant de partir, de prendre le car, vous avez un rassemblement, quelque chose comme ça? Alors, encore une fois, j'ai passé mon année avec cette merveilleuse maladie du Covid-19, de la Covid-19. Et donc, du coup, j'ai eu la chance, parce que j'ai pas du tout une mémoire auditive, que l'année de ma première année, on n'a pas dû aller à la faculté. C'est-à-dire qu'on a fait toute l'année quasiment, à part les quelques premiers jours, parce qu'il y avait eu un reconfinement vers fin septembre, je ne sais pas si vous vous souvenez. On a fait toute l'année du coup à l'école, sans bouger, complètement cloîtré avec un confinement dans l'école. En visio? Eh bien non, la particularité c'est qu'on n'a vraiment pas besoin des profs quasiment en médecine. On a des élèves qui sont chargés de retranscrire les cours à l'écrit. Il y a ensuite des ronéos qui sont faits, c'est-à-dire des résumés de cours. Enfin, des résumés, il y a beaucoup d'infos, mais c'est du coup sous forme papier. Et on peut réviser du coup de notre bureau et de notre ordinateur en solo. On a besoin de personne. D'accord. Et ensuite, sur les années suivantes, là, tu as été à la fac? Sur les années suivantes, les cours sont jamais obligatoires. La deuxième année, elle est connue pour être un peu plus relax, donc je suis pas trop allé en cours. Et à partir de la troisième et de la quatrième année, j'y suis allé un peu plus, même si moi c'est pas ce qui me convient en termes de méthodologie de travail, donc c'est pas ce que j'ai fait. Mais je sais que j'ai beaucoup de camarades qui sont en cours tous les matins jusqu'au soir, et c'est comme ça D'accord. qu'ils fonctionnent, et ça fonctionne bien pour Donc, eux. même en tant que militaire, tu n'es pas obligé d'aller en cours et tu as le droit de rester. En première année, on est obligé, et si je dis pas de bêtises, il y a certains cours qui sont obligatoires en 2, 3, 4, 5 et 6e année, mais non, l'école n'oblige pas à aller en cours. D'accord. Et vous êtes payé sur la formation? Yes, on a un salaire qui doit être à peu près de 450 à 500 euros la première année, et après, en deuxième année, c'est 1200 à 1300 euros, et chaque année, on doit prendre à peu près 100 euros sur notre salaire à Ouais, chaque fois après, qu'on vous passe avez un une step, quoi. solde classique Ouais, c'est une solde, ouais. d'officier. Donc, Je crois pas que ce soit une solde d'officier classique, parce qu'à mon avis, ça doit être un peu plus que 1200, 1300, 1400 ou bah, 1500, un officier. donc là, il y a eu beaucoup d'augmentations depuis 2 ans. Mais là, du coup, j'imagine que la première solde d'aspirante, on doit être à 1400 euros. Et que c'est en fait, c'est la solde de premier échelon d'officier. C'est aspirant, nous, à Saint-Cyr, c'était pareil. En fait, ça faisait, donc quand j'étais, c'était 1003, 1005, 1007 sur les 3 ans. Mhm. Et donc, j'imagine que pour vous, c'est similaire. Mais après, c'est les soldes en fonction des indices et c'est calculé de cette manière-là. Donc, ouais, vous êtes rémunéré sur toute la partie formation et Ouais. plus que les étudiants en médecine qui sont pas contents de ce qu'ils peuvent toucher en tant qu'interne. Bah, en tant qu'interne, c'est encore différent, mais en tout cas, pendant l'externat, un salaire d'étudiant en médecine, ça doit être entre 200 et 350 euros, ce qui fait à peu près du 2 euros à 3 euros de l'heure, je crois. En fait, on est payé pour les stages qu'on effectue enfin, tout au long de la formation, et c'est vraiment pas grand-chose, c'est anecdotique, c'est Ouais. histoire de dire, quoi. Mais non, sinon, Ouais, alors quand que un là, dans étudiant en médecine l'armée, n'est pas payé, c'est alors que quand on est étudiant militaire, on est payé, ouais. génial. Est-ce que c'est quelque chose que tu regrettes du coup sur ça ou Le passage de payer à pas payer, il fait très mal. il fait mal? Il fait très mal. J'avais mis quand même de l'argent de côté, mais ouais, il y a eu beaucoup de restrictions depuis que j'ai quitté l'école. Hmm. Parce que il y a ce statut où quand tu es étudiant à l'école de santé des armées, bah, tu as 19 ans, 20 ans, et si le week-end tu veux aller te faire un resto, tu réfléchis pas, t'y vas, quoi. Parce que tu payes pas ton logement, tu payes pas la nourriture, tu payes pas tes habits. Donc tu as vraiment 7 soldes pour te faire plaisir.
Et là, du coup, de passer à rien du tout, ça a fait bizarre. Ouais. Et en plus, là, tu dois te loger? Ou alors peut-être que tu es chez tes parents, je sais pas. Non, j'habite avec ma copine et je dois me loger, ouais. Ouais. Donc forcément, tout payé, tout pris en charge par l'armée. Et d'un coup, bam, faut se débrouiller, faut payer. Faut aimer les pâtes à l'eau, ouais. Ouais, C'est ça. ça c'est clair. Souvent, j'ai le retour de, ouais, on n'est pas beaucoup payé dans l'armée, voilà, ou quoi. Ça, j'ai déjà fait pas mal de vidéos sur le sujet, mais il y a des situations comme ça où en fait, quand on fait la comparaison civile vs militaire, bah, on peut être très très bien dans l'armée et pendant tout ce qui va être études d'officier, bah, c'est clair que le parallèle civil, on n'est pas payé, on doit se débrouiller, on doit se loger, parfois on doit payer l'école. Mm. Donc c'est clair que sur cette situation-là, bah, ça peut faire plaisir. Maintenant, pour revenir sur la vie à l'école de santé des armées, comment ça se passe du coup le soir? Vous avez, c'est des chambres individuelles déjà? C'est des chambres individuelles les première, deuxième et troisième années, et on peut Ok. être en chambre simple du coup à partir de la quatrième. Non. Comment ça, en chambre simple à Enfin, partir? en chambre individuelle du coup. Ah, et la première, deuxième année, c'est Première année, on est avec on appelle ça un coturne. On est donc avec des un de chambres nos de deux. camarades. Voilà, c'est Ok. ça. Donc des chambres de deux les 3 premières années, ensuite chambre Voilà, c'est individuelle. ça. Ok. Exactement. Et sur la vie le soir, vous dînez sur place, vous vivez sur place, comment ça se passe? C'est vraiment dépendant des années. La première année, elle est vraiment particulière parce que c'est boulot à fond. Donc, ce qu'on faisait à l'époque avec mes camarades, c'était qu'on allait manger vers 18h30 au mess. Et à 19h15, on avait fini. Et puis, on se remettait au travail jusqu'à se coucher. Et par contre, en deuxième année, comme c'est plus tranquille, on n'a pas cette obligation déjà d'aller manger au mess le soir. Déjà, le repas est payé le midi, mais je crois pas qu'il soit payé le soir, même si on paye pas grand-chose. Et on a surtout accès à des cuisines entre de deux groupes, et donc du coup, on peut se faire à manger directement en chambre. Enfin, pas en Super, chambre, mais dans des salles cuisine, et après, on peut manger en salle cuisine ou manger en chambre, selon ce qu'on désire. super. Et les salles cuisine, c'est des vraies cuisines ou c'est des petites plaques d'appoint? Non, c'est de vraies salles cuisine avec des plaques, lavabo. Alors, je crois pas qu'il y ait de lave-vaisselle, Ça quoique va? ça dépend des salles, mais Vous êtes plutôt bien. À ouais. Saint-Cyr, c'était pas le cas. Ah, il y avait On quoi? avait nos petits réchauds, voilà, mais on avait la même idée. Ok, trop bien pour ça. Donc, quand tu es le soir, les années suivantes, est-ce que tu as le droit de sortir? Oui, à partir de la première année, si on veut sortir le soir, on peut. On a un système de carte Capri, je sais pas si vous avez la même chose à Saint-Cyr. Ça me parle pas du tout. Bon, c'est juste une carte qui signifie que tu es à l'intérieur ou tu es à Ah, un l'extérieur de badge, l'école, quoi. ok. Un badge classique. En première année, on n'a pas le droit de sortir, on doit avoir une permanence peut-être le vendredi soir, mais j'ai été époque Covid, donc pas de permanence le vendredi soir pour ma promo. Et sinon, je crois qu'on en a une quand on est en P1 là actuellement, mais je suis pas sûr, peut-être qu'ils ont changé. Et sinon, oui, après, en deuxième, troisième et les années d'après, on est quand même assez libre, on peut sortir le soir si on le souhaite. À partir de la quatrième année, on peut même prendre un logement perso, donc s'externer de l'école et aller vivre dans Lyon ou dans ses alentours en, bah, en étant indépendant, quoi, tout simplement. Et donc voilà. Donc, est-ce que tu dirais que c'est une bonne qualité de vie que tu as pu avoir? Ah bah ouais, carrément. En termes de vie étudiante, je pense qu'on peut difficilement faire mieux qu'à l'école de santé des armées. Certes, il y a les études qui sont lourdes à côté, mais ce que l'école offre à ses étudiants, c'est parfait pour réussir, et c'est pour ça qu'il y a autant de première année Santar qui réussissent par rapport au civil. C'est qu'on a tout pour réussir. Ouais, il y a une différence au niveau pourcentage dans ce. Après, vous Énorme. avez déjà passé un concours, il y a déjà une bonne sélection, on va dire. Ouais. Mais du coup, c'est quoi le pourcentage de personnes qui passent de la première à la deuxième année? En civil, ça doit être à peu près 10 à 15%, Ouais, peut-être un peu moins selon les facultés de France. Et chez les Centaures, on est plutôt, je dirais, aux alentours de 60 à 80%, à peu ok. près. Et les redoublants, c'est rare qu'ils ratent une deuxième fois, et en général, tout le monde passe sur une promo de 120. On a dû avoir peut-être 10 élèves qui ont pas été acceptés en médecine. Ok, C'est très peu par rapport au civil, c'est vraiment très peu. ok, super pour ça. Donc, bon plan pour ceux qui veulent devenir médecin. Et d'ailleurs, à l'époque, on pouvait démissionner sans avoir à rembourser, et il y a des étudiants civils qui faisaient exprès de rentrer à l'école
pour avoir la qualité de vie, le salaire en étant du coup militaire, et qui à la fin de la première année, une fois qu'ils l'avaient réussi grâce aux bonnes conditions, quittaient l'armée et continuaient leurs études pardon, dans le civil. C'est plus possible maintenant. Et aujourd'hui, ouais, comment ça se passe quand on veut partir? On peut démissionner comme ça? On peut démissionner comme ça, oui, il suffit du coup de poser une lettre de démission, c'est ce que j'ai fait en 4e année, et l'école se réserve le droit de l'accepter ou de ne pas l'accepter en fonction des arguments qu'on avance de pourquoi est-ce qu'on veut quitter l'école. Moi j'en ai posé une, elle a été acceptée du premier coup, mais j'ai beaucoup de camarades qui ont dû en poser une, deux, trois, voire 4 lettres de démission, et à chaque fois c'est vraiment des temps de réponse qui sont très longs, et du coup ça peut prendre parfois plusieurs années de démissionner. Ok. Plusieurs mois en général, je pense, et plusieurs années dans les cas extrêmes. Et quand on démissionne, il faut rembourser Quand on démissionne, il faut rembourser tout ce qu'on a reçu en termes de salaire, fois 1,5, il me semble, ou fois 1,2, quelque chose comme ça, enfin un facteur un peu plus en tout cas, parce qu'on a été nourri, logé et blanchi. Et toi, c'est ce que tu as dû faire? Et donc du coup, je rassure ceux qui démissionnent ou ceux qui souhaiteraient démissionner, on ne doit pas rembourser d'un coup, le lendemain de notre démission, je ne sais pas, peut-être 50 ou 100 000 euros. C'est calculé sur le salaire qu'on touche, et c'est un pourcentage du salaire qu'on touche sur plusieurs années, entre 15 et 25 ans, je crois, j'ai pas eu l'info exacte. Et donc du coup, c'est faisable et c'est pas du tout handicapant. Donc toi, actuellement, là, tu rembourses et tu vas rembourser cette somme-là Voilà, sur 20 ans. exactement. Ouais. Ok. Et au niveau de ta démission, qu'est-ce qui t'a motivé à vouloir quitter l'école de santé des armées? Il y a plusieurs choses. La principale, je dirais, c'est que, je te le disais tout à l'heure, on ne peut plus faire de spécialité à la fin de la 6e année. Il faut refaire un concours après 3 ans d'exercice. Et honnêtement, refaire des concours, j'en ai un peu marre. Et après 30 ans, j'estime que j'ai plus envie d'avoir ce train de vie, d'être en confrontation, en compétition avec les autres. Et donc que j'aurais pas envie de faire ce concours d'assistanat. Et j'ai envie de me laisser la liberté d'une spécialité. On découvre quand on fait les études de médecine qu'il y a beaucoup, beaucoup de choses, que c'est très riche, et il y a des spécialités qui nous plaisent plus que d'autres. Je trouvais ça dommage que en signant mon contrat en début de première année, eh bien, j'ai cette possibilité de faire plusieurs spécialités, et que sans nous demander notre avis, on nous la retire. Après, je trouve ça aussi normal, puisque il faut se plier à ce que l'institution décide, et puis on est avant tout là pour servir les besoins de la nation. Donc si la nation n'a plus besoin de spécialité, on s'adapte, mais on a du coup ce droit de démissionner, et c'est ce que j'ai fait en quittant l'armée, parce que je voulais me laisser cette liberté de choix après mon externat. Tu as déjà en tête la spécialité que tu aimerais exercer? J'ai plusieurs idées, et j'attends encore le dernier moment, on va dire, le moment où je passerai le concours, où j'aurai mon classement et où je verrai qu'est-ce que je peux faire, dans quelle ville est-ce que je peux aller, quelle spécialité je peux faire pour faire mon choix. Là, j'ai déjà en tête soit la pédiatrie, soit la médecine légale, et après, sinon, médecin généraliste classique. Ouais, pédiatrie, c'est clair que dans l'armée, peut-être en opération, au service des populations, mais pas très utile. C'est cuit, ouais. Et après, médecine légale, c'est médecin légiste, c'est ça? médecin légiste, ouais, c'est ça. Ok. Et ça, dans l'armée, il y en a? Enfin, avant qu'ils suppriment les spécialités? C'est une bonne question. Je dirais que logiquement, il ne doit pas y en avoir. Je pense qu'ils font appel, si jamais il y a besoin, à des civils, mais je préfère pas m'avancer, je suis pas sûr de moi. Et je ne pense pas qu'il y ait cette spécialité-là, non. Ok. Donc, est-ce que c'est... Parce que là, les 3 choix de spécialité que tu présentes, donc il y a médecin généraliste qui est équivalent médecin des forces que tu aurais pu exercer, et 2 autres qui sont pas réellement dans l'armée. Non. Donc, qu'est-ce qui fait... Est-ce qu'il y a d'autres points, toi, qui t'ont motivé à quitter l'école de santé des armées, ou est-ce que c'est vraiment parce que finalement, tu t'es dit, je veux faire ces spécialités-là et pas médecin des forces? Je dirais que c'est la principale raison. Après, j'avais aussi envie de pouvoir expérimenter des choses que j'aurais pas pu faire à l'armée.
Quand je me suis engagé, j'étais jeune et j'avais du coup des rêves qui sont pas les mêmes qu'à 23 ans après avoir fait 4 ans de médecine. Et j'avais plus ce désir de liberté, de pouvoir exercer où je le souhaite, par exemple, qui primait par rapport à quand je me suis engagé. Donc c'est pour un petit peu toutes ces choses-là que je me suis dit que c'était une meilleure décision que je quitte cette institution. Ok, très bien, je vois. Mais effectivement, quand on n'est plus aligné et qu'il y a différentes choses, il vaut mieux partir. Moi, c'est ce que j'ai fait. Et faut pas rester si ça nous plaît pas. Mais très bien pour tout ça. Euh, c'est quoi pour toi les principales différences entre un médecin civil et un médecin militaire? Je dirais que c'est pas le même métier. Parce que ce qu'on demande d'un médecin, et encore il y a beaucoup de choses dans la médecine, donc deux médecins font pas le même métier, c'est pas la même chose que ce qu'on demande à un médecin militaire. Et donc après je pourrais détailler, mais déjà un médecin militaire, l'une des principales raisons pour lesquelles on le forme, c'est pour aller au combat. Or un médecin civil n'est pas du tout formé pour aller au combat, et c'est d'ailleurs la plupart des formations qu'on reçoit nous forment justement au secours au combat. Donc il y a cette grande différence-là. Et puis après, sinon dans la pratique en hôpital, je pense que dans les spécialités, ça doit être assez similaire. Et il y a le fait d'être en régiment, de suivre des militaires sur le long terme. C'est pas du tout la même chose, c'est pas du tout le même rythme de vie qu'un médecin civil. Ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'un médecin militaire, en général, il doit suivre la vie de son régiment, alors qu'un médecin civil gère son propre planning et fait sa vie comme il l'entend. Donc c'est surtout au niveau du rythme de vie qui est imposé et des attentes en opération que ça diffère vachement, je pense. Ok. Donc, pour toi, la pratique au quotidien va vraiment changer. Pour ce qui est de la partie combat, donc tu nous dis que un médecin militaire va faire beaucoup de formation secours au combat sur son cursus. Mhm. Cette formation-là, elle est dispensée du coup au niveau de la fac ou au niveau de l'école de santé des armées, là où vous dormez, vous avez des salles de cours pour ça avec des intervenants qui viennent pour ça. C'est vraiment au niveau de l'école santé des armées, la fac ne s'en préoccupe pas du tout. Ok. On a vraiment la formation à la fac qui est le socle, et ensuite Et l'école vient après, rajouter les formations par-dessus. ok, super. Les formations qui se passent à l'école pour certaines et sur le terrain pour d'autres. Et sur la partie secours au combat, ça te plaisait ça? Ouais, moi j'aimais bien, c'était très dynamique. Franchement, j'ai quitté, mais c'est pas sans regret, hein. J'ai dû faire un choix et choisir, c'est renoncer. Et donc j'ai dû faire le choix de laisser plusieurs choses qui me plaisaient aussi. Et c'est vrai que ce côté secours au combat et intensité, combat de haute intensité, ça me plaisait. Les exercices qu'on avait pu faire lors des formations, j'avais trouvé ça génial. Super. J'ai passé plusieurs fois mon secours au combat de niveau 1. Mhm. Donc ça, c'est le type de choses que vous pouvez faire, mais en beaucoup plus poussé. On Donc a ça le veut secours au dire, combat de niveau 2, ouais. ouais. Et après, ça veut dire que tu t'es entraîné plusieurs fois à secourir quelqu'un blessé par balle, qui avait pu prendre un coup de couteau, ce genre de choses. Ouais, c'est ça. On est formé à réagir à différents types de blessures, à faire du triage de blessés sur le terrain, et puis après aussi à commander l'équipe de soins, c'est-à-dire comment est-ce qu'on s'organise sur le terrain pour que chacun ait son rôle, tant au niveau des infirmiers que des auxiliaires de santé. Ok. Est-ce que ça, au niveau de l'armée, c'est une partie importante, la partie hiérarchie, commandement, pour un médecin militaire? Oui, je pense qu'on a quand même une bonne partie de la formation, notamment la formation militaire spécialisée qui est au cours de la troisième année, qui nous inculque enfin pas nous inculque, qui nous apprend, on va dire, à commander. Il y a une bonne partie où le médecin militaire, c'est aussi un chef, c'est un officier, donc il va avoir des hommes sous son commandement, et donc du coup l'école nous forme à ça aussi. Ouais. Super. Et c'est un point qui te plaisait, ça? Pas tant que ça. Moins. Ok. Moins, on va dire, c'était moins ce qui me plaisait. Donner des ordres et gérer une équipe dans ce contexte-là, c'est pas ce qui me plaisait le plus. Après, je le faisais, mais c'est pas là que je prenais mon pied, on va dire. Et aussi à Lyon, il y a l'école de l'EPPA, l'école du personnel paramédical des armées. C'est bien Exactement. ça? Ouais.
qui forment du coup les infirmiers. Mhm. Comment ça se passe, leur formation? Qu'est-ce qu'ils font? Eh bien, quand je parle de l'ESA là depuis tout à l'heure, je parle de l'école, mais l'école est sur un site, le site des EMSLB, c'est les écoles militaires de santé de Lyon-Bron. Et donc du coup, sur ce site-là, on a le PPA, l'école du personnel paramédical des armées, et l'ESA. Et donc du coup, il y a des promos qui sont dans les mêmes bâtiments et on fait la formation au même endroit, on mange au même endroit. Ils ont des formations militaires comme nous, c'est-à-dire la formation militaire initiale, la formation militaire complémentaire, ils en ont plusieurs. Et eux, la particularité, c'est qu'ils ont que 3 ans dans cette école et qu'ils font leur formation dans les IFSI civils de Lyon. Oui, donc de la même manière, ils viennent. Ok. Exactement. Et là, ils forment que des infirmiers ou ils forment aussi d'autres métiers? Il me semble qu'il n'y a que les infirmiers, mais j'avais entendu peut-être qu'à un moment, ils formeraient aussi peut-être les Oxanes ou les auxiliaires de santé ou autres. Mais pour l'instant, à ma connaissance, c'est que infirmiers et médecins sur le site de l'école. Ok. Et je sais que l'armée a aussi, enfin, on les voit, l'armée a aussi des psychologues militaires et peut avoir aussi d'autres métiers dans le domaine de la santé. Mhm. Donc eux, ils sont pas formés à Lyon, ils sont formés ailleurs. Alors avant, je crois que on formait, il y avait, enfin les pharmaciens sont toujours formés sur l'école. Ah, il y a des pharmaciens militaires? Ouais, ils font Ok. du coup partie de notre promo et en première année, ils passent le même concours que nous, sauf qu'à la fin, ils prennent pharmacie au lieu de médecine. Et il me semble qu'il y avait aussi du coup il y avait de l'odontologie à l'école, mais je crois que ça s'est un peu De perdu. Mais l'odontologie. c'est tout ce qui est en rapport avec la chirurgie dentaire. D'accord. Ok. Et je crois que c'est plus le cas aujourd'hui parce que je n'en voyais plus. Au lieu d'avoir leur grade amarante comme les médecins, ils l'avaient de couleur violette. Alors ça doit pas être violette l'appellation, mais en tout cas c'était la couleur. Et j'en ai pas vu les dernières années à l'école, donc je pense qu'ils sont plus formés au même endroit. Et donc du coup, ouais, on retrouve que infirmiers, pharmaciens et médecins. Ok. Et après, pour les autres métiers qui existent, qu'est-ce qu'on a? Est-ce qu'il y a des kinés, des ophtalmos? Qu'est-ce qu'il peut y Ophtalmo, avoir? c'est une spécialité médicale. Donc, c'est un choix de spécialité quand on passe interne Donc, et il peut y qu'on avoir peut des médecins exercer. militaires ophtalmos Ouais, exactement. et kinés, Kiné, je ne sais pas s'il y a une école qui forme les kinés militaires. ou peut-être Ça des kinés m'étonnerait. civils qui... Je Non, pense que c'est plus des kinés je sais civils pas qui du se tout. Peut-être qu'il n'y a spécialisent. pas du tout de kiné militaire. Je te demande si tu sais un peu ce qui peut exister comme spé dans le domaine du médical dans l'armée. En tout cas, quand j'ai été dans mes stages en CMA, j'ai pas entendu parler de kiné militaire, donc probablement que kiné ça reste un métier civil et que des kinés civils interviennent sur des bases militaires. Mais j'ai pas connaissance d'une école qui formerait des kinés militaires. Ok. T'as fait un stage dans un centre médical des armées? J'en ai fait, c'était un stage en régiment en deuxième année et du coup j'ai fait quelques jours dans le CMA, dans le centre médical des armées. Dans Mais quel non, régiment? Quel endroit? c'est la base aéronautique navale de Hyères. J'ai fait un stage en régiment là-bas. C'est en fin de deuxième année qu'on fait un stage de un mois du coup, et chacun peut choisir un régiment de France métropolitaine et peut-être des Drom aussi. Et c'est un stage pour découvrir l'armée, la vie en régiment, ou c'est un stage vraiment orienté déjà médical? Non, c'est un stage vraiment pour découvrir l'armée. J'avais demandé à aller quelques jours en CMA parce que c'est plus ce qui nous Ouais. intéresse nous. Mais sinon, c'est un stage vraiment armé et j'avais été un peu déçu parce qu'il m'avait été assigné une tâche pas très intéressante où il fallait que je refasse un PowerPoint pour présenter un petit peu toute la base et tous les rôles de la base. Donc j'en avais surtout profité pour bosser ma médecine plutôt que faire ça. Et c'était un peu décevant, même si j'ai fait deux, trois vols en hélico pour des Sympa. exercices et ça c'était très Ouais, c'est cool. pas Ouais. mal. Ça c'était très Les cool. vols en hélico dans l'armée, il y en a très peu. Alors Mm, bon, pouvoir faire ça, c'est quand même très très sympa. mm. Génial. Donc un stage mitigé, on va dire, avec Ouais, il y quelques avait points des bons et des positifs. mauvais côtés. Bon, ça, c'est la vie dans l'armée. Il n'y a pas Mm. que du bon. Parfois, on peut avoir aussi de mauvaises surprises. Très bien pour ça. Et une question, c'est à la fin de médecine, quand tu termines du coup toute ta formation, comment ça se passe les affectations, les choix? J'imagine qu'il y a un classement que vous choisissez au classement. Comment est-ce que c'est géré? À la fin de la sixième année Non, ou à la fin, fin à de la fin, l'internat? fin. Eh bien, ne l'ayant pas fait, je ne sais pas. Et je
pense que on finit son internat et donc du coup on a à l'époque la spécialité dans laquelle on voulait exercer et donc on est affecté, je pense, soit à un des différents hôpitaux interarmées, soit à un régiment et après ensuite on suit la vie du régiment ou on exerce à l'hôpital sa spécialité. Et c'est des choix qui se font toutes armées confondues. Vous pouvez aller servir dans la gendarmerie aussi, Exact, ouais. partout dans les services. Le SSA, c'est interarmée, et donc du coup, on a la possibilité, quand on est médecin, de pouvoir choisir le corps qui nous plaît le plus, et même de switcher si on le désire. D'accord. Et est-ce que le médecin du GIGN, il est passé par le SA aussi, de la Ouais, même formation? ouais, ouais, Ok. carrément. Donc à chaque fois, en fait, c'est à la fin. Donc si c'est un classement, choisir sa place et après voir où est-ce qu'on va et pouvoir évoluer dans le domaine qu'on souhaite. C'est ça, concours permanent. Ouais. J'avais rencontré un médecin qui était à Bourges sur l'école d'application du matériel qui, lui, était en train de se former pour partir derrière sur les sous-marins, pour être Ouais, médecin médecin de dans un sous-marin. sous-marin. Et ça me m'attirait pas du tout ce qu'il m'a raconté et tout. C'est particulier. Mais ok, très bien pour tout ça. Aujourd'hui, du coup, tu vas reprendre là la fac de médecine. Donc, t'as pas encore repris, tu vas reprendre là dans quelques semaines. Ouais. Euh, pour toi, ça va être la continuité, tu vas suivre les mêmes cours en fait. Il n'y a Ouais, pas il y a vraiment rien qui de... change. Ok. C'est ce qui est très cool, on va dire, c'est que quand on démissionne, on est inscrit automatiquement à la faculté de médecine. Et donc, Ah, du t'as coup, rien à faire, c'est automatique. ouais. Ouais, en fait, on démissionne. On était déjà inscrit à la faculté de médecine en début d'année. Et donc, du coup, on a rien à faire. Et j'avais démissionné, je crois, en janvier ou février. Juste, j'ai quitté l'école et je suis allé m'installer ailleurs. Mais au niveau de la faculté, il se passe rien et on continue les écoles, enfin, on continue la formation de manière classique. Super. Et là, pour toi, c'est quoi le projet? Donc, sur les prochaines années, c'est te dédier à 100% à ça ou c'est te dédier à ce que tu as commencé à faire, de l'accompagnement de personnes qui veulent présenter le concours de l'école de santé des armées? Ouais, c'est ce que je fais depuis un peu plus d'un an. J'avais aidé une élève juste après ma démission lors de l'année dernière à bosser les oraux. Et c'est ce que j'ai fait cette année en aidant 11 élèves, 2 pour le PPA et 9 pour l'ESA, à bosser spécifiquement les oraux. Et donc du coup, c'est ce que je continue à faire là en ce moment. Je travaille la médecine d'un côté et j'organise du coup l'accompagnement de l'autre. Et donc j'aide des élèves et je crée du contenu sur YouTube pour informer et parler un petit peu de cette école parce qu'il n'y a pas beaucoup d'infos sur Internet. C'est ce qui m'avait manqué moi quand j'avais voulu me renseigner sur cette école, c'est qu'il n'y avait pas de chaîne ni personne qui en parlait. On avait 2-3 témoignages un peu à droite à gauche, mais rien de très concret, on va dire. Et donc du coup, depuis maintenant 5-6 mois, je crée du contenu sur YouTube pour parler de l'école, pour parler de l'EPPA et de l'ESA, pour parler du métier de médecin militaire, des études quand on est à l'école. Et j'aide en parallèle des élèves qui sont très motivés à intégrer cette école. Et donc on bosse ensemble les écrits et les oraux. Génial. Et pas le sport. Et le sport. Et Quand le je dis les sport. oraux, c'est entretien plus le sport. Ok, très bien. Pour le sport, ici, ils ont tous les conseils sur la chaîne, mais pour toute la partie préparation académique, oraux et tout, très Mm. clairement, c'est du plus que tu offres, ce que tu proposes. Comment ça se passe du coup pour les aider? Tu les formes sur la partie écrite, tu leur donnes des conseils. Sur la partie oraux, tu fais des oraux avec eux. Comment est-ce que tu les aides? Sur la partie écrite, il y a une prépa qui le fait aussi, mais là c'est vraiment prépa, c'est pas un accompagnement où eux ce qu'ils proposent c'est le samedi après-midi des heures de live avec des professeurs qui abordent toutes les notions pour avoir fini le programme de terminale en mars. Là, moi ce que je fais c'est que je prends beaucoup moins d'élèves, mais c'est on va dire beaucoup plus personnalisé, c'est-à-dire que comme j'ai peu d'élèves, j'ai des professeurs qui travaillent avec moi et on travaille du coup de manière plus individuelle et en petits groupes, du coup, toutes les notions tout au long de l'année pour qu'ils aient vu tout ce qu'il faut lors du mois de mars. Et je mets en place avec eux leur planning, je leur explique la méthodologie de travail qu'il faut qu'ils aient pour ce concours, mais après pour
toutes leurs années de médecine que j'ai acquises avec mon expérience. Et donc, du coup, c'est vraiment de l'accompagnement complet où je les prends par la main pour qu'ils aient pas à réfléchir et qu'ils soient directement sur les bons rails pour réussir les écrits. Et ensuite, il y a les oraux où la grosse plus-value, c'est que je les ai passés 2 fois, que j'ai aidé plus de 12 élèves déjà. Et comme j'ai été à l'école, je comprends comment fonctionne quelqu'un qui pourrait faire partie du jury. Et donc, du coup, les attentes du jury, elles sont beaucoup plus claires dans ma tête et elles sont pas du tout claires pour quelqu'un qui connaît pas ce milieu. Et donc, du coup, c'est ce que je travaille avec les élèves. Ça se fait sous la forme de visio, donc tous les élèves, que ce soit en France, mais aussi en Nouvelle-Calédonie ou par exemple en Martinique ou en Guadeloupe, peuvent travailler avec moi et on fait en visio des entraînements, des orals blancs. On a du coup un support pédagogique pour qu'ils aient toutes les notions, que ce soit sur la culture G, sur la culture de l'école, sur la culture militaire, afin qu'ils soient le plus préparés possible et qu'il y ait toutes les chances de leur côté pour qu'ils réussissent ce concours. Génial, trop bien de faire ça. Et tu préfères faire ça ou médecine? Eh bien, c'est 2 choses très différentes. J'ai toute ma famille qui travaille, moi, dans l'enseignement, des profs et des instituteurs. Et je me suis dit que ça me plairait jamais de faire ça, parce que c'est pas du tout mon truc. Je voyais ma maman qui est institutrice avoir une patience de dingue avec des élèves de 6-7 ans qui courent partout et qui se chamaillent, et je voulais pas faire ça. Mais quand j'ai commencé à aider des gens du coup qui ont un profil qui est très très similaire au mien, c'est-à-dire qu'ils ont les mêmes rêves que j'avais à leur âge, ils ont un petit peu les mêmes capacités. En général, c'est des élèves qui sont très sportifs et donc du coup, c'est des gens avec qui le feeling passe très bien et du coup, leur enseigner tout ce que je sais et voir que ça porte ses fruits, ça a un côté grisant qu'on ne retrouve pas en médecine où quand on est étudiant, on va dire, on les fait, enfin comment dire, c'est pas facile. On comprend que tout ce qu'on a fait en médecine, donc les 10 ans d'études, ils sont utiles une fois qu'on est médecin et on a un impact positif une fois qu'on est médecin. Là, j'ai commencé à aider des élèves en mai, en juillet quand ils avaient leur concours, donc 2 mois après, j'avais la récompense et la satisfaction de me dire c'est bon, j'ai été utile, ils ont réussi, tous les élèves ils étaient satisfaits, donc c'était hyper satisfaisant pour moi. Alors que pour l'instant, la médecine, en 4, 5e année, quand on est en stage, on regarde plutôt le médecin faire, on fait pas grand chose, j'ai fait quelques gestes mais c'était rien de dingue et donc du coup on n'a pas ce côté satisfaisant où on a un impact positif sur les gens et donc du coup est-ce que je préfère médecine ou l'accompagnement, je sais pas. Pour le côté court terme, l'accompagnement était beaucoup plus satisfaisant, mais à long terme, c'est médecin que je veux faire moi. En tout cas, très beau choix de parcours. Qu'est-ce que tu as le plus aimé, toi, de l'ESA? Je dirais que, et j'en parle dans une vidéo, c'est vraiment le côté où on a des liens très forts avec des camarades, parce qu'on vit des situations qu'un civil ne vit pas. Le fait d'enchaîner dès le début formation militaire initiale plus incorporation par les élèves, ça a créé des amitiés hyper fortes. J'ai plein d'anecdotes que je vais pas raconter là, mais j'ai raconté celle du sergent que j'ai vécu avec des gens et du coup quand j'y repense, c'est vraiment j'ai que des bons souvenirs, même si c'est pas passé que du bon de cette école. Et c'est vraiment ça, c'est le mieux dans l'école de santé des armées, c'est avoir vécu des expériences qu'on pourra vivre qu'en ayant fait cette école et qu'un étudiant civil en médecine ne pourra jamais connaître. Et qu'est-ce que tu as le moins aimé à l'ESA? Ce que j'ai le moins aimé, je dirais que c'est vraiment un détail, mais il y a quand même pas mal de rivalité entre les élèves, notamment entre les différentes années. Et je trouve que ça gâche un petit peu la bonne ambiance qu'il pourrait y avoir dans l'école. La plupart des gens se comportent normalement, mais il y en a certains qui abusent du fait qu'ils sont plus anciens que les autres pour asseoir une autorité. Ça, je trouve ça dommage. Je comprends. Ça, c'est malheureusement quand on peut avoir un petit peu de pouvoir, il y a des personnes qui Réagissent mal. aiment ça et qui ont un petit souci avec.
Bah, merci beaucoup Maxence pour tout ce partage-là. Est-ce que tu as d'autres anecdotes, d'autres éléments que tu aimerais raconter ou on a pu passer à côté? Je réfléchis en termes de formation à l'école, je crois qu'on a à peu près tout dit. Après, on n'a pas trop parlé de ce qui se passe à l'internat et puis après du métier de médecin militaire, mais en même temps, je pense que je suis pas légitime pour parler de ça, étant donné que j'ai ni fait l'internat, ni fait Tu restes médecin militaire. légitime pour parler du métier pour lequel tu t'es préparé, pour lequel tu t'es formé. Tu sais quand même, de quoi il s'agit. Maintenant, là, on a surtout parlé de ce que tu as vécu de l'école de santé des armées. Mais si tu souhaites aborder certains de ces points-là, on peut évidemment en parler. Si, après, il y a le fait que ce soit un environnement qui soit hyper sportif. Faut pas se dire que les médecins, c'est que des intellectuels. Il y a énormément d'infrastructures sportives dans l'école, on n'en a pas du tout parlé, mais Vous il y avez des a salles de terrain de muscu. foot, terrain de rugby, piste d'athlétisme, pardon. Il y a une cage de crossfit, il y a une Ok. salle de muscu, il y a basket, badminton, futsal, Et vous il y vous entraînez a tous escrime. ensemble? Et du coup, ce qui est très cool, c'est que en première année, on est très études et du coup, on a des séances de sport qui sont organisées, à peu près 1 à 2 par semaine. Et à partir de la deuxième année, on peut s'inscrire dans les clubs de sport de l'école. Et là, on a, du coup, on rejoint les élèves les plus anciens qui sont déjà dans les clubs et on pratique le sport avec les camarades de toute l'école. Et c'est hyper sympa. J'ai été dans le club de futsal moi et franchement c'était un plaisir. On pouvait du coup aller à la cage de CrossFit aussi quand on voulait, aller à la salle de sport et donc il y a vraiment une énorme liberté au niveau du sport et ce qui est très cool c'est qu'on est du coup avec des promos où 95% c'est des gros sportifs et donc on peut vraiment aller repousser ses limites dans le sport à l'école et ça c'est un des points dont on n'a pas abordé qui est quand même notable. Super. Bah, carrément, le sport, il faut en faire. Il faut Voilà. s'entraîner. C'est important de faire du sport. Bah, écoute, merci beaucoup Maxence pour ce partage. Vous pouvez retrouver Maxence sur son Instagram ou sur sa chaîne YouTube. Plus sur YouTube, ouais, je Plus suis sur plus actif YouTube. en ce moment, ouais. Trop bien pour ça. Vraiment, merci d'avoir partagé ces éléments-là qui intéresseront certainement plein de personnes par rapport à l'école de santé des armées sur laquelle, c'est vrai, il n'y a pas énormément de vidéos, pas énormément d'informations, hormis sur ta chaîne. Si cette vidéo t'a plu, si ce podcast vous a plu, mettez un maximum de j'aime, de commentaires, partagez-le à vos amis, à toutes les personnes qui pourraient être intéressées et proposez-nous de futurs sujets, de futurs invités pour avoir le meilleur podcast possible. À très vite. Force!